bonjour, mais je ne me suis pas présenté. Donc moi je m'appelle Marc Dias, je suis forestier à l'ONF depuis quelques années maintenant. J'ai fait toute ma carrière ici dans l'Estérel. Maintenant je suis un peu détaché, je m'occupe aussi du secteur de Draguignan-Verdon, mais puisque le personnel chez nous se réduit, donc les territoires s'agrandissent. Le thème de la sortie, c'est le mimosa. Donc vous voyez, on en a un petit peu là. Vous verrez qu'on va en avoir encore un peu après. Puis après, vous verrez qu'on a une grande partie de la promenade où on n'en a plus du tout. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y en a plus. Et pour finir la balade, on reviendra donc par un petit chemin qui arrive ici. Et là, on aura encore quelques zones avec du mimosa donc pour finir la sortie. Donc en gros, on est parti pour 2 petites heures, tranquillement. La boucle complète, je crois qu'elle doit faire 3 km. Donc c'est vraiment pas... Mais vous allez voir, je parle beaucoup. Donc on va s'arrêter, on s'arrêtera assez souvent. Et puis de toute façon, la sortie, elle est pour vous. Vous êtes là pour me poser des questions si vous avez besoin. J'essaierai de répondre à tout ce que je peux. Alors on n'est pas encore bien au printemps, ce qui fait qu'au niveau des petites plantes, il n'y a pas encore grand chose de sorti. On en verra peut-être quelques-unes qui commencent à poindre. Vous avez vu quand même que malgré qu'on n'ait pas eu un beau soleil de la semaine, on a quand même des températures qui sont relativement agréables. On est largement au-dessus de 10 degrés toute la journée. Donc ça veut dire qu'on a des végétaux qui commencent à sortir. Et à l'occasion, je vous expliquerai ce qui sort. Et puis si vous en voyez, essayez de me demander. La flore méditerranéenne est très riche. Sur le pourtour méditerranéen, on compte à peu près 24 000 espèces de petites plantes différentes. Plantes et arbustes et arbres. Et moi, j'en connais que 23 000. Donc peut-être il y en a que je ne connaîtrai pas dans ce que vous allez me demander. Hein. Je plaisante quand je vous dis que j'en connais 23 000. Ah, je serais enfermé dans un bocal dans une université si je connaissais tout ça. Voilà. Non mais bon, je ne connais pas toutes les plantes non plus. Hein. Nous, notre spécialité, c'est plutôt les arbres. Les petites plantes qui poussent au ras du sol, on les connaît un petit peu moins. Mais bon, dans l'ensemble, les principaux végétaux méditerranéens, je dois pouvoir vous répondre. On est parti ? Eh ben allez, on va reprendre la route par laquelle on est arrivé. Oui, donc cette année, on a eu, on peut considérer qu'on a eu un hiver normal. À Saint-Raphaël, en moyenne, c'est 300 jours de soleil par an. Plein, malgré qu'avec les changements climatiques, on se rend compte qu'on a de plus en plus de journées comme on a eu cette semaine, avec des temps couverts, sans forcément de la pluie. Parce que jusqu'au mois de décembre, on était en sécheresse. Hein. Ça, c'était sec au mois de décembre. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Hein. Donc voilà. Ça veut dire qu'on est dans des régimes d'arrosage tempête, des très gros orages qui vont remplir les cours d'eau rapidement mais qui vont se vider aussi vite. Pas de réserve souterraine, on est sur de la roche volcanique, donc là l'eau ne s'infiltre pas du tout. Tout ce qui pleut part directement à la mer, il n'y a pas de... La nappe phréatique à l'endroit où on est, il faut creuser à 120 mètres pour avoir de l'eau douce. Le vrai nom du mimosa. Mimosa. Non. Ce serait trop simple. Un acacia. C'est un acacia. C'est ça l'acacia? C'est une famille d'acacias. Et celui-là, ils l'ont appelé acacia blanc parce qu'en fin de compte, le dessous de la feuille est beaucoup plus clair. Donc quand il y a le passage du vent, ça fait un petit peu argenté sous la feuille. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé l'acacia blanc. Donc en latin, acacia de albata, puisque alba, la souche latine, veut dire blanc. Pays d'origine.
Australie. On est en quelle saison maintenant en Australie? On était là. C'est la famille. Non, l'été. L'été, là. On est en plein été. Ça brûle d'ailleurs là-bas. Eh oui. Donc, une plante qui est originaire d'un pays où au mois de février c'est l'été, qu'est-ce qui se passe? Elle est en fleurs. Parce que cette plante-là, elle a été introduite aux alentours de 1850, dans les premiers jardins qui étaient occupés par les Anglais sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Nice, le secteur d'Antibes. Et comme cette plante, elle est récente à l'échelle de la génétique d'une plante, elle est récente dans le secteur, ben elle n'a toujours pas compris que nous, ici, le mois de février, c'était l'hiver. Donc elle fleurit en hiver. C'est ce qui a fait son intérêt, et c'est pour ça que les gens qui avaient des résidences ici ont commencé à le planter dans les jardins, sauf que cette plante-là qui a été plantée et qui est issue de pieds sauvages, eh ben, elle a trouvé dans le massif de l'Estérel, sur la côte, entre les Maures et l'Estérel et Nice, un terrain favorable, et elle s'est reproduite à vitesse grand V, jusqu'au point que maintenant, ben, dans certains coins, ben, elle a envahi les massifs. On va se retrouver au début de l'été avec des hectares de végétaux secs sur pied, et donc ça favorise le feu. Tous les grands feux du massif du Tanneron sont consécutifs à un gel. Dernier en date, c'était 86, quand il y a eu la famille de Martin Gray qui a été prise dans les flammes. Et l'hiver 85-86, on a eu de la neige, et certains coins de l'Estérel et du Tanneron, on a quand même gardé de la neige pendant 15 jours sur les versants nord. On a gardé de la neige pendant 15 jours, ce qui est complètement aberrant ici. On a des coups de neige, mais l'après-midi c'est fondu. Là c'est resté 15 jours, et donc la végétation en place, et ça a donné le grand feu du Tanneron. Particularité du mimosa. Alors, les acacias, par définition, ce sont des plantes épineuses. Pourquoi elles font pousser des épines? Pour se protéger de la dent du bétail. C'est-à-dire pour éviter d'être brouté. L'acacia, le mimosa, il n'a pas d'épines, qui ne va pas être régulé par les animaux. De plus, c'est une plante qui va se reproduire essentiellement par marcottage, le principe du fraisier ou du bambou. C'est-à-dire que les mimosas que vous avez là-bas sont issus du même système racinaire que ceux-là. Et ceux que vous avez de l'autre côté de la piste également. Quand les feuilles tombent au sol, elles libèrent leurs molécules toxiques et elles nanifient la végétation en place, voire même elles la tuent. C'est pour ça que si vous regardez à l'intérieur des mimosas, vous n'avez rien qui pousse. Le massif du Tanneron, ce qui s'est passé, c'est que quand, fin des années 1800, les gens ont vu arriver cette plante, on a trouvé un commerce. Donc les gens qui étaient propriétaires de terre sur le Tanneron, ils ont favorisé le mimosa, sauf que là, on s'est laissé surprendre, et que ce mimosa sauvage, eh bien, il a tendance à se reproduire et en plus à détruire la végétation locale, ce qui fait que certains versants du Tanneron, vous n'avez absolument plus la végétation d'origine. Si on le laissait faire, la colline que vous avez derrière vous, qui est écologiquement et techniquement fonctionne, c'est de le couper systématiquement. Les tâches que vous avez là, elles ont été coupées il y a 2 ans. Ah oui. En plus, c'est une croissance rapide, mais très fragile. Donc si vous avez ça autour d'une maison, évitez de le laisser grandir. Parce qu'un jour ou l'autre, il casse et il va vous tomber sur le toit. Elle ne cherche plus à s'installer, donc elle va, là où elle n'est pas piétinée, elle va un peu plus loin. Mais si on s'amusait à tirer un pied qui est de l'autre côté, on tire, on arriverait à sortir la racine qui viendrait jusqu'ici. C'est le même système racinaire. Et dès qu'on arrive au bord de l'eau, ça se reproduit encore mieux, puisque les graines et les bouts de racines sont transportés par la rivière, donc ça se reproduit vraiment en bord de rivière, ça se reproduit très 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 vite. Du mimosa greffé, du mimosa cultivé, parce qu'ils ont des meilleurs rendements, parce qu'ils contrôlent plus facilement les floraisons,
Et que le mimosa sauvage, lui, eh ben, vous avez une commande là pour les parfumeries ou pour un corso. S'il a fait 10 jours de froid, le mimosa, il a 10 jours de retard. Donc pour organiser le corso de dimanche... Donc généralement, les gens qui s'en servent à des fins économiques utilisent du mimosa greffé, du mimosa cultivé. Et qui fleurit Et qui fleurit qu'une seule fois dans l'année. Alors, le mimosa de cette souche-là ne fleurit qu'une seule fois dans l'année. Après, il y a des mimosas ce qu'on appelle les 4 saisons, qui fleurissent un peu plus souvent, mais c'est des hybrides et c'est des plants qui, de toute façon, à l'état sauvage, se reproduisent très peu. En Bretagne? Moi, je suis au Mans, donc Oui, ben vous êtes dans des climats Oui, mais c'est plus tempéré, voilà. Ouais. ouais. Oui, il y en a en Bretagne. tempéré, Il y en a en Bretagne. Oui, eh ben, ici aussi. Hein. Ici aussi, il gèle. Alors, le gel a pour effet de faire geler le feuillage, puisqu'on est en pleine montée de sève. Donc le feuillage et les fleurs vont geler. Par contre, la tige, elle ne gèle pas et la racine encore moins, puisqu'on n'a pas assez. Le gel n'est pas assez fort pour geler la terre. Donc le système racinaire, lui. Donc là, ça, si vous avez ça qui gèle un hiver, vous revenez le printemps d'après, ça a tout repoussé. Hein, On peut le couper carrément. L'agravant, c'est que comme on a dans les cendres, c'est tout vert de mimosa. On continue à l'aimer, mais dans les jardins, parce que nous en forêt, on fait tout pour empêcher qu'il pousse. Hein. Il y a X variétés de mimosa. Il y en a plusieurs variétés. Il y a, j'ai pas le nombre exact, mais en Australie, ils en sont, je crois, il y a 40 ou 50 variétés différentes. Vous allez à Marseille, à Aix-en-Provence, vous n'en avez pas, sauf si c'est planté dans le jardin. Pourquoi? Ben parce que cette plante, elle refuse les terrains calcaires. Elle ne pousse que sur les terrains siliceux, les terrains volcaniques. Là, vous marchez sur de la lave qui a 250 millions d'années. Oui. Eh ben, ça n'est pas. Eh ben, ça n'est pas. C'est quoi alors? Alors, j'ai entendu quand même la bonne réponse. Non. Non. De la lavande. De la lavande. C'est la lavande sauvage. Au soleil, les fleurs n'ont pas d'odeur. C'est le feuillage qui va développer de l'odeur. Le feuillage des plantes, c'est comme nous. Quand on est au soleil, on transpire. Et c'est la transpiration qui va dégager des odeurs. Plus ou moins agréables. Il y a des plantes qui vont sentir très fort et qui seront donc relativement agressives au nez. Et d'autres plantes, comme la lavande, là vous venez au mois d'avril, mai, voire même début juin, quand on commence à avoir la chaleur qui monte, mais vous n'avez même pas besoin de frotter les plantes. Le simple fait de passer à l'intérieur des plantes avec le bas du pantalon ou avec les chaussures, vous avez toutes les odeurs qui s'exhalent, vous savez. C'est fantastique. C'est fantastique. Chouette, hein. Il va nous faire rêver le monsieur. Bah, c'est-à-dire que ça Oh va faire 36 ans que mon bureau il est là quand même. Donc, je ne veux pas vous faire râler, mais c'est... Un peu quand même, un peu. Ça veut dire aligné. Chez CAD, vous dites. Técade, stérécade. Merci. Donc aligné probablement sur Porquerolles, qui était la plus accessible, ben, il a appelé la lavande du nom des îles. Vous la trouvez dans les livres de botanique, vous la trouvez aussi sous le nom de lavande des morts. Ah oui. Pas les morts, les MAU. Vous savez ce que ça veut dire en provençal, ça veut dire sombre, noir. À la différence de l'Estérel, qui est un massif ouvert, qui est lumineux. Le massif des morts, c'était un repère de bandits. Donc les gens avaient peur d'aller aller en forêt. Il y avait 2 routes qui traversaient, ils avaient peur. Donc c'était le massif sombre, c'était pas bien. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là au massif. Et il y a probablement aussi le croisement avec le fait qu'il y avait les hordes barbares qui venaient attaquer les Mauresques. Mais Mauro en provençal, ça veut dire sombre, noir. Ils étaient sombres aussi. Mais le symbole, on le retrouve encore. Ça. Voilà, c'est ça. Eh ben oui, c'est ça. Petite jeunesse, on est au début de l'occupation allemande. Le sud de la France est en zone libre, donc il n'y a plus de service militaire sur le territoire. En zone libre ici, ça veut dire qu'on a quand même une circulation un peu plus facilitée que dans le nord de la France. Les jeunes qui étaient en âge
de faire le service militaire, mais plutôt que d'aller faire le service militaire, on les a réquisitionnés pour aller travailler. Donc soit ils allaient dans les usines en Allemagne pour construire de l'armement, pendant 18 mois à peu près, et il est passé 3000 à 3500 jeunes pendant ces 18 mois, et l'essentiel de leur travail c'était la production de charbon de bois. Et donc cette marmite servait à fabriquer le charbon de bois. Une charbonnière traditionnelle, on coupe des bouts de bois, on les de charbon de bois servait essentiellement à fournir les gazogènes, donc les systèmes qui permettaient de faire rouler les voitures et les camions. Puisque l'essence était réquisitionnée pour la guerre, donc pour pouvoir travailler ou faire rouler un bus, il fallait du gazogène, et donc on fabriquait le gazogène avec le charbon de bois. Donc, quand on avait une grosse marmite sur la voiture, on mettait le feu au charbon de bois, et puis le gaz qui s'évaporait était récupéré pour faire tourner le moteur. Donc tous les bâtiments qu'il y a là et les installations comme celle-là, ça date de l'époque des chantiers de jeunesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la plaine que vous avez ici devant vous, elle était entièrement bâtie. Il y avait des baraquements partout qui permettaient de pouvoir loger tout le monde. La colline arrondie qu'on voit à gauche, Oui. elle s'appelle l'Aigre. Parce que là, que vous ayez du vent d'est, ou que vous ayez du vent de sud, ou que vous ayez du Mistral, vous êtes tout le temps au vent. Donc c'est pas pour rien. Et la maison forestière qui est au col, elle s'appelle le Malpé. Ça veut dire le mauvais endroit. Vous allez au pied de la tour, vous avez une plateforme pour avoir un visuel, vous voyez tout le département. Vous voyez la Sainte-Victoire, vous voyez Aix-en-Provence, Sainte-Baume, tout ça vous voyez, c'est magnifique. Et derrière, vous avez toutes les crêtes du Mercantour. Là, vous y allez au mois de février quand ça a enneigé. Il y a des photos superbes à faire de là-haut. Ensuite, vous avez ceux qu'il y a devant moi, là, avec un tronc relativement droit et juste un plumeau assez anarchique en tête. Ça, c'est ce qu'on appelle le pin maritime. C'est tout ce qui recouvre les collines que vous avez en face. Et le pin d'Alep et le pin parasol. On a 3 variétés de genévrier. Le genévrier commun, sur lequel on va prélever des fruits qu'on met entre autres dans la choucroute. Mais vous savez à quoi ça sert aussi les graines de genévrier? L'alcool? Ouais, lequel? Ah, je sais pas. Moi, je sais Le pas. gin. Le gin, c'est fabriqué avec des baies de genévrier. Donc le genévrier commun. Ensuite, vous avez celui-là, qu'on appelle le genévrier oxycèdre. C'est son nom scientifique. Et en Provence, on appelle ça un cad. Ah oui, c'est un cadre. Par contre, lui, les fruits ne sont pas consommables. Pas qu'ils vont vous tuer, mais parce qu'ils sont très forts, très difficiles à digérer, donc ceux-là, on ne les mange pas. Et le troisième, qu'on n'a pas ici, qu'on a plutôt sur les terrains calcaires et quand on remonte dans le Haut-Var, c'est ce qu'on appelle le genévrier de Phénicie, qui lui a plus l'aspect d'un cyprès, d'un thuya, que l'aspect du cad. Les baies, ben, on ne les a pas pour le moment, là on va avoir les fleurs, on voit les pointes qui sont en train de verdir, donc on va avoir les fleurs qui vont sortir dans pas longtemps, et on aura les baies à l'automne. La seule manière pour les gens qui ne sont pas habitués, la seule manière de faire la différence entre un cad et un genévrier commun, c'est que sur la feuille du genévrier, vous n'avez pas la petite nervure que vous avez en plein milieu de celle-là. Vous pouvez vous approcher, regarder. Vous avez en plein milieu de la feuille du cad, vous avez une petite nervure foncée, et ça vous ne l'avez pas sur le genévrier commun. Et ils sentent tous pareil? Et ils sentent tous pareil. Celui-là même sent beaucoup plus fort. Ah oui. Ouais. Et donc, le cad, on en faisait de l'huile. La fameuse huile de cad, et non pas l'huile de coude. Donc l'huile de cad, qui était surtout utilisée dans le monde agricole, c'était un désinfectant cicatrisant pour les bêtes. Donc il y avait une vache, un mouton qui se blessait, on lui faisait un pansement ou on le badigeonnait avec de l'huile de cad. Ça permettait de désinfecter et ça cicatrisait facilement. Les anciens, ils s'en servaient aussi un petit peu quand ça faisait les articulations qui couinaient. On mettait un petit peu d'huile de cad. De toute façon, si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal. C'est naturel. Et donc, il y a des gens qui avaient trouvé le créneau pour vendre leurs produits.
en disant qu'on avait mis de l'huile de cad dans un savon qui s'appelait le savon Cadom. Oui. Ah si. Le bébé Cadom, il était soi-disant fait avec de l'huile de cad. Sauf qu'il n'y avait pas d'huile de cad dedans. Oh non, c'est récent. On en a des plus gros. Hein. On en a des plus gros avec des troncs qui font 40-50 cm de diamètre. Et, les chevilles pour assembler les charpentes, qui étaient faites en bois de cad parce que c'était un bois très dur. Et l'huile de cad s'obtient non pas par distillation du feuillage, ou s'obtient par chauffement du bois. Quand on parle de four à cad qu'on va retrouver dans les zones calcaires du département, en fin de compte on construisait une espèce de four à pizza, on mettait le feu dessous, la partie haute qui était chauffée par le feu, on mettait des bouts de cad dans cette partie-là, et le cad, sous l'effet de la chaleur, transpirait, dégageait toute sa sève, et la sève était récupérée dans un bac et ça servait à faire l'huile de cad. C'est un lac tout à fait artificiel, c'est tout simplement qu'à une époque, la sablière où on est passé devant tout à l'heure, ont eu un droit d'exploitation des galets pour faire du gravier, pour faire du sable. Donc ils ont creusé pendant quelques années. Quand l'exploitation a été finie, ils avaient normalement, on devait leur faire remettre le site en état. Nous, on a préféré garder le trou pour faire une réserve d'eau. Donc ça se remplit quand il y a des orages, ça sèche en plein été quand il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est dommage, ça ne peut pas rester réserve d'eau. Non, parce que c'est sur un lit de rivière, donc l'eau elle filtre dessus. Et l'espèce de ponton en béton que vous avez là-bas, ben, c'est l'ancienne route qui a été emportée il y a 35 ans de ça ou 36 ans de ça par un orage. Donc c'était une route qui était posée sur des buses, sur des tuyaux, et il ne reste plus que ça. Donc maintenant, pour traverser, on a fait un petit gué qui est juste en dessous, là, qui permet de traverser. Ah, c'est bon. Ils ont trouvé que l'hiver ici c'était pas trop mal. C'était pas mal, ouais. Et puis les gens ils viennent leur donner à manger, donc du coup ils sont restés. Ils sont légèrement colorés rose. Les arbres gardent leur feuillage en hiver. C'est de la taille sanitaire. Hein. Oui. Elle est belle cette branche. D'habitude, ils vont ramasser autre chose. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Voilà, tiens. Oh là là, dis donc. T'as coupé gros. Elle est jolie. Parfait. Dans le massif de l'Estérel, toute cueillette est interdite. Ça appartient à quelqu'un. Ouais, c'était pas habité là. Mais même si vous laissez votre portail ouvert et vous avez un arbre qui dépasse de la clôture, et je viens et je ramasse ce qui pousse de chez vous. C'est le même principe. Trop court, chérie. Voilà, tiens, moi. Sur les doigts avec le sécateur, ma grande. Allez, donne-le là. Non, pas comme ça. On en avait des beaucoup plus gros, hein. Vous avez des souches comme là. Là, vous voyez les souches, tout ça, c'était des arbres. Par contre, la durée de vie, c'est une trentaine d'années, et puis ils se fragilisent d'eux-mêmes. Donc le bois pousse très vite, donc c'est un bois qui est relativement cassant, et dès qu'il va y avoir des coups de vent, des trucs comme ça, vous avez mais s'ouvrir en deux, une grosse branche qui casse, ça vous tombe sur le toit. Non mais moi j'en ai assez. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Deux principalement. C'est-à-dire que ce soir vous vous mettez dans l'eau,
en vous disant à partir de demain, les fleurs vont commencer à faner. Et dans 3 jours, donc on est quoi, mercredi, vendredi, vous avez les fleurs qui tombent. Ça tient pas longtemps, Ça tient alors. pas longtemps. Alors vous pouvez essayer tout ce qu'on vous a raconté, mettre du sel dans l'eau, mettre du bicarbonate de soude, mettre de l'eau chaude, mais Niet. ça marche pas. Il n'y a que celui qui est greffé qui arrive à tenir un petit peu plus longtemps. Par contre, il sent beaucoup moins. Là, on ne s'en rend pas compte, il sent pas beaucoup là. Dès que vous allez le mettre à la maison, qui va commencer à prendre la température de la pièce, vous allez le sentir, ça va bien remonter. Plus il va faire chaud, plus il va sentir.